François Peyotte raconte une histoire complexe liée à sa thérapie actuelle, basée sur des événements de son enfance. Il parle de sa première expérience amoureuse qui s'est avérée être un échec en raison de la timidité de sa petite amie. Malgré ses efforts pour attirer son attention, la relation est restée platonique. Cet échec l'a profondément affecté et il a même envisagé de se suicider à l'époque. François explique également que son grand-père était atteint de lycanthropie, et il souhaite ne pas terminer sa vie de la même manière. Il évoque l'influence de la pleine lune sur les marées, les cycles menstruels et le psychisme, tout en cherchant à trouver des liens entre ces différents éléments de son histoire. Dans un siècle, la lycanthropie est devenue un phénomène rarissime. Elle se manifeste par une transformation en loup pendant les nuits de pleine lune. Cependant, ce phénomène est très rare et peu de gens y sont réellement confrontés. Cela dit, l'un des personnages de l'histoire relate comment son grand-père est devenu lycanthrope. Il explique que son grand-père et sa grand-mère vivaient en synchronicité lunaire, c'est-à-dire qu'ils suivaient le même cycle. Lorsque sa grand-mère avait ses règles, son grand-père ressentait une pulsion sexuelle intense. Cette accumulation de tensions a fini par transformer le grand-père en loup-garou. Dans une tentative de prouver cette transformation à sa petite amie, le narrateur l'a emmené chez son grand-père pendant une nuit de pleine lune. Malheureusement, son grand-père est mort dans un piège à loup, donc il n'a pas pu obtenir de preuves concrètes de sa lycanthropie. Par la suite, le narrateur mentionne qu'il a invité un nyctalope dans le public, c'est-à-dire quelqu'un qui voit dans la nuit. Ce dernier, répondant aux questions du narrateur, explique que la sexualité ne sert pas seulement à la procréation, mais est aussi une énergie puissante qui fait partie de l'esprit. Cependant, il explique que la société et les religions ont souvent limité la compréhension et l'utilisation de cette énergie, la réduisant à sa dimension procréative ou plaisante. Dans ce texte, il est expliqué que la sexualité humaine évoluera vers une compréhension différente. Au lieu d'être centrée sur l'orgasme et les émotions, elle sera perçue d'une manière plus mentale et vibratoire. Les hommes cesseront de considérer leur valeur en fonction de leur performance sexuelle, tandis que les femmes cesseront de lier la sexualité à l'amour émotionnel. La sexualité sera alors comprise comme une expression de l'énergie créative et une connexion avec des mondes parallèles. Elle permettra à l'homme et à la femme d'être libres des attachements égoïques et de transcender les limites de la dualité psychosexuelle. De plus, la sexualité aura une fonction spécifique en permettant à l'homme de se disloquer matériellement et de vivre sur un plan éthérique. Selon Bernard de Montréal, vivre en fonction du centre sexuel sera possible dans le futur, mais cela nécessitera un état où l'homme n'aura plus de mémoire psychologique et ne fera plus partie de la race humaine. Actuellement, la dynamique de la sexualité est une responsabilité sociale pour maintenir la race humaine. Cependant, le surhomme, l'homme de demain, sera libéré de la pesanteur psychologique de la sexualité et pourra utiliser son énergie sexuelle pour travailler sur les plans éthériques afin de donner une nouvelle vocation créative au règne animal. Cela permettra aux animaux de développer une grande intelligence et d'évoluer. Actuellement, l'homme est limité psychologiquement et ne peut pas s'instruire ou se connecter avec des plans au-delà de l'expérience sensorielle. Son mental est affaibli et ne peut pas se connecter avec les dimensions cosmiques. Cela limite sa capacité à comprendre le mystère de la vie et à démystifier la sexualité. Lorsque l'homme sera suffisamment conscient et éliminera la souffrance mentale et émotionnelle, il ne souffrira plus dans la sexualité. Cependant, tant qu'il souffre mentalement et émotionnellement, il souffrira également dans sa sexualité, car ces plans sont liés au contrôle de la sexualité pendant l'involution. L'homme du futur, après la 5e race racine, saura s'instruire et éliminer l'ignorance autour de la sexualité. L'homme cherche à ajuster son mental à une vibration supérieure, afin de communiquer télépathiquement avec des plans cosmiques qui échappent à l'expérience humaine. Cette évolution permettrait une intelligence intégrale et non fragmentée. L'homme pourrait ensuite évaluer sa sexualité selon des principes universels cosmiques, lui permettant ainsi d'exercer une fonction créative sur le plan sexuel éthérique. Actuellement, l'homme est encore prisonnier des conséquences involutives de la sexualité sur son état émotionnel et mental. Cependant, il est encore incapable de faire un travail d'intégration face à sa sexualité. Pour vivre dans un équilibre parfait, il doit pouvoir accéder au plan éthérique, ce qui n'est pas encore à portée de l'humanité. Ainsi, l'homme doit apprendre à comprendre la valeur de la sexualité en fonction de sa propre connaissance et non des mémoires culturelles.
Il devra également développer assez de maturité et de contrôle de son énergie pour vivre une sexualité libre dans l'esprit. En attendant, il est nécessaire que l'homme vive sa sexualité de manière occultée, en respectant des lois internes de fusion et non en se soumettant aux normes sociales. Cela demandera une grande vision interne et lucidité pour éviter les conflits et les destructions. L'homme doit d'abord comprendre les lois du mental et de l'émotion avant de pouvoir comprendre les lois de la sexualité, qui ne sont pas régies par la sphère humaine mais par des mondes parallèles. Selon Bidya Devi, l'homme aura accès à des véhicules subtils qui lui permettront d'explorer d'autres mondes et de comprendre comment la lumière se fractionne dans les cellules humaines pour créer une énergie particulière. Cependant, cette énergie a toujours été mystérieuse pour la conscience humaine car elle le rapproche de l'infini sans qu'il puisse réellement établir une connexion avec lui. Lorsque l'homme sera capable d'établir une connexion permanente avec l'infini à travers son esprit et son véhicule éthérique, la fonction de la sexualité telle que nous la connaissons changera. Elle perdra son aspect procréatif, racial et planétaire pour devenir cosmique et créative. Le couple a une fonction sociale et psychologique importante dans la société. Sur le plan personnel, il maintient une ambiance de communication mentale et de relations émotives basées sur la sexualité chez l'homme involutif. Cependant, chez l'homme conscient, le couple sera basé sur la parole et l'esprit. La sexualité ne sera plus au centre de leur relation, mais elle restera présente en tant que complément tant que le couple existera matériellement. La parole ne peut pas être un substitut à l'acte sexuel. Cependant, certaines illusions spirituelles peuvent conduire les êtres humains à croire que la sexualité est trop petite pour la conscience. Cela peut entraîner la rupture des couples. Pour bénéficier pleinement de la sexualité, l'homme devra arracher le pouvoir de l'astral sur sa conscience et détruire sa retenue sur cette énergie. S'il ne parvient pas à le faire, il sera toujours prisonnier de la dualité entre l'esprit et la conscience psychologique et il ne pourra pas résoudre le problème de la sexualité. Le monde de la mort connaît le pouvoir de la sexualité créative et fera tout pour empêcher l'homme d'y accéder à travers la mémoire et les forces psychiques en lui. Il y aura une lutte entre l'homme et ses forces internes pour atteindre une sexualité évoluée et consciente, dépassant les pratiques involutives actuelles. Selon l'auteur, l'homme actuel est limité par son moi psychologique et ne peut pas supporter ce qu'il sait. Il croit savoir mais en réalité, le savoir ne fait pas partie de son conditionnement psychologique. L'auteur affirme que le savoir est le produit de la fusion de l'esprit avec l'homme, et lorsque cette fusion grandira chez l'homme, il pourra connaître les lois de la sexualité cosmique et donner de nouvelles directives d'évolution psychologique face à la sexualité. Le double est décrit comme l'intelligence pure, la partie cosmique de l'homme qui n'a jamais eu d'expérience sur une planète. L'âme de l'homme est en évolution et lorsqu'elle entre en contact avec le double, l'âme s'intègre peu à peu et se transforme en un atome, ce qui permet à l'homme de vivre une vie de couple parfait où les deux âmes sont en relation vibratoire avec l'énergie du double. Dans ce couple, il n'y aura plus de guerre froide ou de guerre chaude, l'équilibre et la permanence seront constants et la sexualité ne sera plus le principal facteur de choix pour l'accouplement. L'immaturité de l'homme dans le couple est due à son incapacité à vivre sa relation avec la femme de manière intelligente. Elle est fondée sur le fait que l'homme ne comprend pas les lois de l'esprit et ne peut pas véhiculer constamment ces lois d'énergie dans ses relations interpersonnelles. La domination est souvent présente dans la société, mais l'intelligence ne devrait pas être utilisée pour dominer, mais plutôt pour échanger. Cependant, en raison de l'évolution de l'homme, de sa programmation et de sa culture, il a tendance à chercher à dominer. Cela se reflète dans les sphères d'activité sociale où l'homme est traditionnellement perçu comme compétent, comme l'ingénierie ou le commerce, alors que la femme est souvent cantonnée à des rôles plus passifs. La relation entre l'homme et la femme est encore marquée par des déséquilibres. L'immaturité de la femme est basée sur le fait qu'elle fonde sa relation avec l'homme sur le don de soi et les émotions, ce qui ne lui permet pas toujours d'utiliser son intelligence de manière créative. Cependant, une fois que la femme élève sa conscience et dépasse son état d'inconscience involutive, elle peut utiliser son aspect émotionnel de manière créative et intégrer son intelligence. Pour atteindre un équilibre entre l'homme et la femme, il est essentiel que l'homme cesse de chercher à dominer et que la femme cesse de chercher une domination exclusive. Ainsi, les deux peuvent vivre en paix. L'homme doit parvenir à la paix car il représente le principe actif dans le couple, prenant des décisions et impulsant la dynamique. La femme, quant à elle, a un rôle complémentaire de passivité créative, étant activement engagée mais pas agressive.
Il est important que l'homme reconnaisse les besoins de sa femme si celle-ci est autonome et consciente de ses propres besoins. De même, la femme doit reconnaître les besoins de l'homme. Les individus doivent être capables de reconnaître leurs propres besoins et de les développer pour établir une relation créative et équilibrée. Si la femme ne reconnaît pas ses besoins et reste soumise ou trop investie émotionnellement, elle perd sa capacité à vivre et à entretenir une relation équilibrée avec son mari. La société a évolué, mais il reste encore du chemin à parcourir pour que la femme occupe pleinement sa place dans le monde de l'homme et dans la famille. Un jour, les femmes devront prendre toute leur place dans la société et établir une relation équilibrée avec les hommes, basée sur l'intelligence et l'égalité. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal déclare que la femme doit occuper une place intelligente dans le monde, basée sur son intelligence plutôt que sur sa féminité. De la même manière, l'homme doit utiliser son intelligence pour trouver sa place dans le monde en fonction de ce qu'il doit faire. Il souligne l'importance de l'équilibre entre l'homme et la femme, ce qui nécessitera une transformation de leur part. En ce qui concerne les partenaires qui se rencontrent, il affirme qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers. Les rencontres sont en partie influencées par le karma, c'est-à-dire que les âmes se rencontrent sur le plan matériel pour évoluer et acquérir de l'expérience. Il souligne que l'homme ne peut pas communiquer avec les plans invisibles et doit donc vivre selon des statistiques, mais finira par réaliser que le hasard n'existe pas à aucun niveau. Concernant la question de la procréation, Bernard de Montréal explique que les enfants apportent un nouvel équilibre dans un couple après un certain nombre d'années. Il considère que le mouvement naturel de l'énergie amènera les parents à procréer afin de bénéficier de la présence d'une troisième personne, créant ainsi un triangle équilibré. Cependant, il précise que les forces sociales jouent également un rôle dans ce processus. Enfin, il mentionne qu'il y a un mouton noir dans chaque famille pour éviter que les autres enfants ne profitent trop de la famille. Ce mouton noir apporte du piquant à la dynamique familiale. L'auteur explique que, dans une famille où il y a trop d'amour, les enfants peuvent en abuser. Cela crée une dynamique de protection des parents pour préserver leur équilibre psychologique. Ils craignent que l'enfant mouton noir ne vienne fracturer l'énergie familiale. Cependant, le mouton noir joue un rôle essentiel en maintenant la famille en déséquilibre et en favorisant son évolution. En ce qui concerne l'âme sœur, l'auteur considère que c'est une illusion de l'ego. Selon lui, lorsque l'on tombe amoureux, on pense que c'est l'âme sœur, mais au fil du temps, si cela ne fonctionne pas, on cherche une autre âme sœur. Il souligne que certains peuvent avoir plusieurs âmes sœurs. Pour lui, cette notion fait partie des histoires que l'on se raconte pour mieux s'aimer. En ce qui concerne la complémentarité dans un couple, il explique que celle-ci devient utile et créative lorsque le couple devient intelligent. Cependant, si les partenaires sont inconscients, la complémentarité peut devenir une polarisation de leur tendance et créer des tensions. Il considère que la complémentarité doit être le produit de l'union des esprits et non une polarisation des énergies. En ce qui concerne la gestion de l'argent dans un couple, il affirme que cela dépend de l'intelligence des partenaires et de leur union. S'ils sont très unis et complémentaires, ils mettront tout en commun. Sinon, chacun aura ses propres intentions et l'argent ne servira plus le couple, mais les individus. Il perçoit la séparation si chacun garde son propre argent. En résumé, l'auteur remet en question les notions d'âme sœur et souligne l'importance de l'intelligence et de l'union dans un couple pour une réelle complémentarité. Il considère que la gestion de l'argent dépend du degré d'union et ne devrait pas être source de séparation. Dans cette interview, Bernard de Montréal aborde différents sujets liés aux relations humaines. Il souligne la nécessité d'un couple dans la vie d'un homme, y compris dans la relation entre deux personnes de même sexe. Selon lui, le couple permet à chaque individu de prendre conscience de sa force et de sa faiblesse, de mieux se connaître et de développer des qualités telles que l'amour et la responsabilité. De plus, il affirme que rester célibataire peut être le signe d'un déséquilibre ou d'un manque chez une personne. Il aborde également la question des divorces, qui sont en augmentation selon lui en raison de l'évolution de l'homme moderne. Selon lui, les individus sont devenus plus intelligents dans le sens où ils ne sont plus piégés dans des relations insatisfaisantes. Cependant, cela les confronte également à la souffrance et à la solitude. Le discours de Bernard de Montréal met en évidence l'importance de la relation de couple pour le développement personnel, quel que soit le sexe des individus impliqués. Il souligne également les défis et les souffrances qui sont inhérents aux relations humaines. L'orateur explique que l'évolution nous pousse à briser les
chaîne de l'involution et à nous libérer des souffrances du cycle de vie. Il ajoute que l'homme moderne doit devenir réellement intelligent et conscient pour former des couples conscients, liés par leur propre esprit plutôt que par des lois karmiques involutives. La synthèse se termine par des remerciements à Bernard de Montréal.